Je m'appelle Véronique. J'ai 67 ans et je suis veuve d'Albert depuis 6 années. Je vis seule dans un 3 pièces lumineux du 15e arrondissement de Paris, à 2 pas de la Seine et non loin du centre commercial de Beaugrenelle. Mon appartement est mon refuge, une entrée qui sent la cire d'abeille, un séjour tapissé de cadres de famille, une cuisine où chaque ustensile a sa place, un petit bureau qui fut notre atelier à 2 mains, quand Albert et moi avions encore des projets pour demain. Le matin, je descends acheter du pain à la boulangerie du coin, je salue la concierge, puis je remonte avec mon journal. La vie s'est rétrécie, mais elle tient encore droit. Un mardi après-midi, Bruno a sonné à l'interphone. Sa voix allait trop vite. « Maman, nous pouvons monter ? C'est urgent. » Il n'était pas seul. Camille, sa femme, se tenait à ses côtés, impeccablement apprêtés, téléphone dans une main, lunettes de soleil dans l'autre. Ils ont déposé des sacs dans l'entrée, le genre de sac qui n'annonce pas une courte visite. Ils ont dit que leur maison à Neuilly-sur-Seine avait un problème structurel urgent, que l'ingénieur avait recommandé de quitter les lieux le temps des travaux. Quelques semaines seulement, a insisté Bruno en évitant mon regard. J'ai senti la vieille inquiétude maternelle me tirer vers le oui. J'ai voulu croire à l'imprévu, à la malchance, à ce que les enfants racontent quand ils demandent asile. J'ai ouvert ma porte. J'ai ouvert mon cœur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air. Et dans les commentaires, dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Cela me fait tellement plaisir de voir que nos histoires traversent les frontières. Le premier soir, tout semblait normal. Ils ont pris la chambre d'amis, j'ai préparé des pâtes au basilic. Camille a souri largement, a remercié avec une chaleur qui sonnait juste ce qu'il faut. Puis, dès le lendemain, les détails ont commencé à se déplacer. Dans la cuisine, la porte du réfrigérateur était couverte d'étiquettes neuves. Légumes, produits laitiers, boîtes. Camille disait que c'était plus rationnel. Elle a changé l'ordre des épices, a glissé mes bocaux de confiture au fond, a placé ses yaourts au premier niveau. Ce sera plus pratique pour tout le monde, a-t-elle affirmé, comme si tout le monde ne faisait pas déjà sa vie ici. Dans le salon, Bruno a bougé le canapé pour optimiser la lumière. Ma lampe de lecture a migré derrière un fauteuil où elle n'éclairait plus rien. Sur la table basse sont apparus 2 ordinateurs portables, un casque, un micro et des t-shirts pliés avec le logo d'une chaîne de direct sur les réseaux. Camille se filmait régulièrement. « Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous raconte notre vie entre travaux et organisation. » Le décor était le mien, mais les mots étaient les siens. Je me disais que ce n'était que transitoire. Quelques semaines, avais-je répété. Je tenais à cette promesse, comme on tient à une rambarde en descendant un escalier trop sombre. Pourtant, chaque jour gagnait 1 millimètre sur mes habitudes. Les coussins changeaient de place, les livres rangés par couleur au lieu d'ordre, la panière à linge déplacée dans le couloir pour sécher plus vite. Je souriais, j'acquiesçais, puis je remettais en silence un objet à son endroit, comme on replace une pensée qu'on refuse de perdre. Daniel a annoncé qu'il viendrait dîner le samedi suivant. Il travaille dans un hôpital public à Lyon et, quand il peut, il s'arrange pour passer une soirée à Paris avant de reprendre le train du matin. J'ai préparé un gratin de courgettes avec de la noix de muscade, son plat préféré depuis l'enfance. J'ai dressé la table pour 4, ajouté les verres à pied d'Albert, ceux que je n'utilise que lorsque je veux honorer une présence. Bruno est rentré avec 2 collègues à lui, juste pour un apéritif rapide. Camille a glissé des amandes salées dans des coupelles blanches et a posé, devant mes assiettes déjà alignées, de petits pots de sauce qu'elle aime filmer dans ses stories. La conversation a pris l'allure d'un plateau télé. Immobilier, placement, restaurant qui se réserve des semaines à l'avance. J'écoutais, je servais, je faisais de mon mieux pour que la soirée reste douce. Daniel est arrivé légèrement en retard, la fatigue collée aux épaules, le sourire intact. Il a embrassé ses mains autour des miennes, m'a remercié pour le dîner, s'est excusé d'avance s'il parlait peu. Il a complimenté le gratin, s'est enquis de mon sommeil, de mes promenades au bord de la Seine. Je me suis sentie regardée, non pas comme un meuble, mais comme une personne. C'est alors que la phrase est tombée. «
Bruno, riant d'un rire sec, a lancé, devant les invités, « De toute manière, qui ne travaille pas, ne mange pas ». Les mots ont traversé l'air comme une lame polie. Ils n'étaient ni criés, ni lourds, ils étaient précis. Je les ai reçus au plexus. Camille a laissé un sourire se poser au coin de la bouche, ce sourire qui dit « Je n'ai rien dit ». Les collègues ont baissé les yeux vers leur verre. Daniel a posé sa fourchette, très lentement. Je n'ai rien répondu. J'ai eu envie de me lever, de prendre mon manteau, de descendre marcher jusqu'au pont de Grenelle, de regarder les péniches pour me souvenir que le monde bouge encore. Je suis restée assise. J'ai servi de la salade. J'ai parlé du marché du dimanche où l'on trouve des figues tardives. Je me suis sentie devenir transparente et, dans cette transparence, quelque chose s'est éclairci. Si je ne pouvais pas encore reprendre ma place, je pouvais au moins ouvrir les yeux. Cette nuit-là, dans le silence de la chambre, j'ai réécouté la phrase mot après mot. Qui ne travaille pas ne mange pas. Mon ventre s'est serré, puis, lentement, il s'est défait. Je n'allais pas me justifier, j'allais observer, noter, comprendre. Le lendemain, j'ai remis la lampe là où elle éclaire, j'ai replacé mes confitures devant et, en moi, j'ai déplacé une frontière invisible. Chez moi ne serait plus le décor de leurs histoires. Chez moi redeviendrait, pas à pas, ma maison. Le changement n'est jamais brutal. Il arrive comme la buée sur une vitre, d'abord imperceptible, puis il couvre tout. Quelques jours après ce dîner, j'ai compris que Camille ne vivait pas à l'intérieur de ma maison, mais devant un public invisible. Elle filmait le séjour, la cuisine, parfois même le couloir, toujours avec une voix mielleuse. Nous accompagnons ma belle-mère dans cette étape délicate. Elle se sent un peu perdue, mais nous sommes là pour elle. Perdue. Le mot s'est posé sur moi comme une étiquette que je n'avais jamais demandée. Dans ses vidéos, elle préparait une tisane pour la réconforter. Elle mettait un manteau sur mes épaules parce qu'elle a du mal à se souvenir de fermer la fenêtre. Je n'avais jamais oublié de fermer une fenêtre en 67 années de vie. Mais ce qui comptait n'était pas la vérité, c'était la narration. Elle se filmait en plan rapproché avec ce regard de compassion fabriqué et ses abonnés l'applaudissaient pour son dévouement. Chaque fois qu'elle disait « je prends soin d'elle », le sous-entendu devenait un tremblement souterrain. Je devenais son projet, sa vitrine. Peu à peu, les gens autour de moi se mirent à changer de ton. Anita, une amie de longue date, a cessé d'appeler. Lydie, ma voisine, m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour faire mes courses, au cas où je me tromperais de jour. Les mots semblaient aimables, mais leurs racines étaient méprisantes. Camille avait réussi à semer la suspicion, goutte après goutte. Puis il y a eu la connexion Internet. Un matin, Bruno est venu me voir avec un air de fausse prévenance. « Maman, nous allons changer le mot de passe du réseau. Question de sécurité. Nous t'expliquerons plus tard. » Ah, le mot de passe n'a jamais été communiqué. Quand j'ai demandé, Camille a souri doucement. « Une chose à la fois, cela te trouble un peu la technique, non ?» Trouble. Encore un mot déguisé en diagnostic. Ensuite, les réveils forcés. À 6 heures du matin, elle rangeait les casseroles en produisant plus de bruit qu'un déménagement. À 7 heures, Bruno tenait sa première réunion en visioconférence, porte ouverte, ton péremptoire, comme pour signifier que leur présence dominait l'espace. Ma maison sonnait désormais comme si elle m'appartenait de moins en moins. Ils ont commencé à verrouiller la petite réserve attenante à la cuisine, pour mieux organiser la nourriture. En réalité, il s'agissait de contrôler ce que je pouvais ou non cuisiner, quand je pouvais ou non me servir. Une humiliation silencieuse, bien plus sournoise qu'un affront verbal. Il ne me frappait pas, mais il réduisait mon autonomie, centimètre par centimètre. J'ai continué à me comporter comme si je n'avais rien remarqué. J'ai préparé mon thé comme d'habitude, j'ai feuilleté mon journal sur le balcon, j'ai souri aux voisins. Mais en moi, un fil tendu se raidissait. Je me sentais déjà invisible. Il ne manquait qu'une chose pour comprendre où tout cela menait. Elle est arrivée un soir. Je m'étais couché tôt, ou du moins je l'avais fait croire. La porte de leur chambre, restée entr'ouverte, laissait filtrer des phrases qui n'étaient pas destinées à être entendues.
Si nous continuons comme cela, dans quelques semaines, tout le monde sera convaincu qu'elle n'est plus capable de vivre seule, disait Camille avec sa voix huilée. Bruno répondit plus bas, mais distinctement. Ensuite, nous contactons un médecin, un certificat, et c'est réglé. Elle signe la vente de l'appartement et nous investissons l'argent. Elle sera mieux dans une maison de retraite. Maison de retraite. Vendre mon appartement. Me faire passer pour sénile. Je me suis immobilisé dans l'ombre. Ce n'était plus seulement du mépris. C'était une stratégie. Une préparation minutieuse. Pas pour m'assister, mais pour me effacer. Je suis retourné dans ma chambre en silence. Les jambes tremblaient, mais la tête s'éclaircissait. Il ne s'agissait plus de subir. Il fallait voir, entendre, noter. J'ai allumé discrètement mon téléphone. Tous les messages publics où Camille parlait de « ma confusion » ont été enregistrés. J'ai commencé à prendre des captures d'écran. Dates, commentaires, insinuations, sourires trop doux pour être honnête. J'ai ouvert un dossier dans mon cloud et je l'ai nommé « Relevés fiscaux 2024 ». Personne ne songerait à y fouiller. Le lendemain, j'ai traversé la rue pour prendre un café près de la place Charles-Michel. J'ai observé la vitrine, les mains posées sur ma tasse. Une femme âgée aux cheveux gris bouclés me regardait dans le reflet. Mais derrière ses rides, il restait un regard intact. Pas éteint, seulement ralenti. Il pensait que j'étais confuse. Il pensait que je n'avais plus de monde intérieur. Il pensait que j'allais me laisser glisser hors de moi-même. Non. Ce jour-là, j'ai cessé d'être une proie. J'ai commencé un dossier. Et dans le secret de mon silence, c'est moi qui ai commencé à les observer. Quelques jours après avoir commencé à constituer mon dossier, le téléphone a sonné. Le numéro n'était pas enregistré, mais quelque chose dans la sonnerie m'a donné envie de répondre. « Véronique ? Ici Marianne. Tu te souviens de moi ?» J'ai fermé les yeux un instant. Sa voix m'a ramené 30 ans en arrière. Les bilans partagés au bureau tard le soir, les cafés avalés debout, les dossiers impossibles que nous finissions par résoudre grâce à une intuition que les chiffres seuls ne suffisent jamais à expliquer. Oui, je me souvenais. Très bien même. Elle m'a proposé que nous nous retrouvions dans une brasserie près de la Motte Piquet. J'y suis allé en marchant lentement, comme quelqu'un qui sort d'une longue nuit. Lorsque je suis arrivé, elle s'est levée pour m'embrasser, chaleureuse, directe, exactement comme autrefois. Elle m'a observé longuement, mais sans pitié. Il y avait dans son regard quelque chose que je n'avais pas vu sur moi depuis longtemps. Considération. Nous avons parlé. Ou plutôt, je me suis d'abord contenté de répondre à ses questions. Elle savait écouter avec cette manière rare d'accueillir ce qui se dit et aussi ce qui se tait. Peu à peu, les mots sont sortis. L'installation de Bruno et Camille, la confiscation déguisée de mon espace, les rumeurs de confusion cognitive, les prétendues aides mises en scène pour le public des réseaux sociaux. Elle ne m'a pas coupé une seule fois. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Véronique, dis-moi, ton enregistrement professionnel est toujours actif ?» J'ai hésité. Je crois que oui. Je n'ai jamais fait radier mon dossier. Elle a souri. Alors tu n'as rien perdu. Tu as 40 années d'expérience. Tu as la compétence la plus rare, savoir lire derrière les chiffres. Elle m'a expliqué qu'elle avait créé sa propre structure de conseil stratégique. Elle cherchait quelqu'un capable d'analyser les incohérences dans les bilans, de détecter les failles, de repérer ce que les clients ne disent pas, mais que les chiffres murmurent. Je ne cherche pas une exécutante, je cherche une alliée. Tu pourrais travailler de chez toi, à ton rythme. Nous pourrions commencer avec de petits dossiers et augmenter ensuite. Je n'avais rien prévu à répondre. Pourtant, quelque chose en moi a relevé la tête. Une partie de moi que je croyais disparue. Je suis rentré chez moi avec son numéro noté dans un petit carnet, comme on rentre avec une clé nouvelle dans la poche. Ce soir-là, tandis que Camille tournait une vidéo sur la routine de soins de la belle-mère fragile, je suis restée silencieuse. Mais intérieurement, quelque chose se redressait. 2 jours plus tard, j'ai accepté sa proposition. Et j'ai recommencé. Ce fut d'abord lent, prudent, presque timide. Une analyse d'un dossier comptable simple, puis un second.
Je travaillais la nuit, lorsque tout l'appartement dormait. Seule la petite lampe de mon bureau éclairait la pièce, comme une veilleuse de renaissance. Mes doigts hésitaient au début, puis se souvenaient. Les chiffres sont comme une langue maternelle. On peut passer des années sans la parler, mais elle ne vous quitte jamais. La première fois que j'ai renvoyé un rapport complet, j'ai eu peur d'appuyer sur « Envoyer », comme si j'avais peur de ne plus exister au-delà du rôle que l'on tentait de m'imposer. Pourtant, je l'ai fait. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Marianne. Parfait, précis, exactement ce dont j'avais besoin. Le soir même, mon compte a été crédité. Des euros gagnés par mon travail, par ma tête, par ma valeur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise au bord de mon lit, les mains posées sur mes genoux, et j'ai senti quelque chose revenir. Pas une étincelle, une flamme, celle qui dit « Je suis encore moi », celle que Bruno voulait éteindre pour mieux me effacer. C'est aussi à cette période que j'ai trouvé les documents qui ont tout confirmé. Bruno avait oublié des relevés dans l'imprimante. Je les ai feuilletés méthodiquement. Pas de dépenses liées à des travaux. Aucun devis. Aucun paiement à une entreprise du bâtiment. En revanche, un bail de location, signé, daté, portant sur leur maison de Neuilly. Le locataire leur versait 3 400 € par mois. Eux vivaient ici, gratuitement. La crise n'était donc pas une épreuve. C'était une stratégie. L'invisibilité que Camille mettait en scène n'était pas un effet secondaire. C'était un projet. J'ai pris une photographie de chaque page, soigneusement. Le dossier Relevés fiscaux 2024 commençait à ressembler non plus à une simple collecte de traces, mais à une pièce maîtresse. Chaque ligne bancaire était une vérité. Chaque absence de travaux était une preuve. Chaque euro encaissé ailleurs pendant qu'ils occupaient mon toit révélait le cœur de leurs mensonges. Ils ne voulaient pas cohabiter. Ils voulaient profiter. Ce soir-là, j'ai refermé mon téléphone avec calme. Je n'avais plus seulement de la douleur. J'avais désormais des preuves. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que l'histoire avait cessé de m'engloutir. C'était moi, désormais, qui commençais à écrire la suite. Lorsque les preuves sont devenues une structure et non plus un simple pressentiment, j'ai senti qu'il était temps de passer de l'observation à l'action. Je n'étais plus seulement témoin de ce qu'ils tentèrent de me voler. Je devenais la gardienne active de tout ce que j'avais construit. C'est à ce moment-là que Marianne m'a parlé de Maître Durand. Il est spécialisé en droit de la famille et en droit immobilier, m'a-t-elle dit. Il est discret, méthodique, et surtout, il sait ce que signifie protéger quelqu'un qui a été manipulé dans sa propre maison. Elle m'a donné son contact. J'ai pris un rendez-vous dans un cabinet proche du Champ de Mars, assez éloigné de mon quartier pour éviter tout regard indiscret. Rien que le fait de préparer mes documents m'a redonné une sensation oubliée. La sensation d'agir. Le jour du rendez-vous, j'ai glissé mon dossier dans un porte-document noir. À l'intérieur se trouvaient les captures d'écran des publications de Camille, faisant croire à une prétendue fragilité mentale. Les images de ses stories insinuant que j'étais incapable de me gérer seule, les échanges subtils où elle suggérait que je oubliais souvent les choses. Il y avait aussi les extraits bancaires prouvant l'absence totale de travaux et surtout le bail de location de leur maison à Neuilly, signé et parfaitement légal, rapportant chaque mois plusieurs milliers d'euros. Lorsqu'il m'a reçu, Maître Durand m'a écouté en silence, sans impatience, sans compassion artificielle. Il a étudié chaque preuve, lentement, comme un chirurgien qui examine un organe vital avant de décider où inciser. À la fin, il a refermé le dossier, a posé ses gants sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Véronique, ce que vous vivez n'est pas un malentendu familial. C'est une stratégie d'éviction. Votre fils et son épouse tentent de vous faire passer pour incompétente afin de prendre le contrôle de votre patrimoine. Juridiquement, ils sont occupants sans droit ni titre. Vous êtes dans votre droit le plus absolu de leur retirer la tolérance d'occupation. » Ce mot, droit, m'a fait l'effet d'une clé que l'on tourne après avoir été trop longtemps enfermé. Il m'a expliqué la procédure, clairement, sans détour. Première étape, une mise en demeure de quitter les lieux, rédigée par lui et signifiée par un commissaire de justice, ce que l'on continue souvent d'appeler huissier.
Délai. 15 jours. Exactement le même que celui que j'avais déjà formulé intérieurement le soir où Bruno m'avait humilié devant les invités. S'ils obtempèrent, l'affaire est close. S'ils restent, nous passons à l'assignation devant le juge des contentieux de la protection et nous demanderons une ordonnance d'expulsion. Avec vos preuves, la procédure sera rapide. Il n'y avait pas une seule hésitation dans sa voix. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus la personne attaquée. J'étais la propriétaire légitime reprenant sa position. Il a préparé les documents devant moi et m'a demandé si je souhaitais apposer ma signature maintenant. J'ai senti ma main trembler, non pas de peur, mais d'une puissance sourde, comme si je scellais non seulement une procédure, mais ma réémergence. J'ai signé. Au moment où mon nom a été inscrit au bas de la page, j'ai senti mon cœur battre différemment. Ce n'était plus un cœur qui encaissait, c'était un cœur qui décidait. Maître Durand a joint les copies scannées au dossier électronique, a fixé la date de signification par commissaire de justice et a ajouté, d'une voix mesurée, « Dans 15 jours, ils ne seront plus ici. Et s'ils résistent, la loi les fera partir. » En sortant du cabinet, j'ai marché jusqu'au Champ de Mars. Le ciel était pâle, traversé d'une lumière d'hiver. La tour Eiffel n'était pas un décor ce jour-là. Elle ressemblait à un repère, un rappel vertical de ce qui reste debout malgré le vent. Je me suis assise sur un banc. Le froid me piquait les joues, mais j'aimais cette sensation. Elle me prouvait que j'étais de nouveau vivante de l'intérieur, pas seulement présente de l'extérieur. Pendant des mois, ils avaient tenté de me rendre invisible, effaçable, docile. Mais à cet instant précis, avec ma signature apposée en bas de la mise en demeure, j'avais repris ma place dans ma propre vie. Je n'étais plus la cible. J'étais la stratège. Et dans 15 jours, ma maison commencerait à m'appartenir de nouveau. La notification fut programmée pour le même soir, où Bruno et Camille rentraient d'un court séjour. Maître Durand m'avait expliqué que l'effet de surprise n'était pas de la cruauté, mais une stratégie juridique. Un occupant sans droit ni titre qui ignore encore sa propre irrégularité est plus vulnérable face aux faits. Je n'ai rien modifié à ma routine. J'ai préparé une tisane, rangé quelques papiers dans mon bureau et attendu. À 19h précise, la serrure a tourné. Camille s'est plainte du taxi, Bruno du trafic, comme si le monde entier devait s'ajuster à leur confort personnel. Ils ont posé leurs bagages au milieu de l'entrée, sans même un bonsoir. C'était devenu leur geste de territoire, occuper l'espace physique avant d'avoir occupé la parole. Je me suis avancée dans le salon. Nous devons parler, maintenant. Mon ton les a surpris. Camille a plissé les yeux et Bruno s'est tourné vers moi d'un air agacé. « Maman, j'ai eu une semaine épuisante, ce n'est pas le moment. » « Justement, Bruno, le moment, c'est celui-ci. » J'ai posé sur la table basse l'enveloppe brune que je tenais en main. « Qui ne paie pas de loyer est expulsé. Vous avez 15 jours. » Le silence a éclaté comme une vitre brisée. Bruno a d'abord ri, un rire nerveux, incrédule, comme si j'avais raconté une mauvaise plaisanterie. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, vous êtes occupant sans droit ni titre. Et cela s'arrête aujourd'hui. » Au même instant, on a frappé à la porte. Le commissaire de justice est entré, veste sombre, regard neutre, diction formelle. Il a demandé l'identité de Bruno et lui a remis la mise en demeure officielle, signée par Maître Durand. Délai légal, 15 jours. Passé ce délai, procédure d'expulsion. Camille a perdu toute couleur. Bruno est devenu rouge. Il a tourné vers moi un regard brûlant. « Tu ne peux pas faire cela. Nous sommes ta famille. » Je l'ai fixé sans détour. Non, Bruno. La famille respecte. La famille protège. La famille ne salit pas, ne ment pas et ne manipule pas. Vous m'avez traité comme une charge, comme un obstacle et comme une opportunité financière. Ce mot, famille, n'appartient plus à ce que vous faites. Il a voulu reprendre le dessus, hausser la voix, brandir la morale inversée. Nous t'aidions, nous étions là pour toi. Je n'ai pas reculé. Vous étiez ici pour économiser 4 000 € par mois pendant que vous encaissiez les loyers de Neuilly. Je leur ai montré les extraits. Noir sur blanc. Dépôt mensuel régulier. Maison parfaitement habitable. Aucune facture de travaux. Aucun devis. Aucune urgence.
Camille s'est crispée, et j'ai vu dans ses yeux un éclair de panique pure. Il n'y avait plus rien à maquiller. Puis je leur ai montré autre chose. Le calendrier de mon activité, mes premières missions, les comptes rendus validés, les versements reçus, mon retour professionnel. Vous répondiez que j'étais confuse, inutile, sénile. Mais pendant ce temps, je travaillais, je reconstruisais, je documentais et je me préparais. Bruno balbutiait. Il ne trouvait plus la moindre phrase structurée. Ce n'est pas, tu ne peux pas, c'est disproportionné. Ce n'est pas disproportionné, c'est légal. Et c'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'est ouverte une seconde fois. Daniel. Il n'avait pas annoncé sa venue. Il n'a pas posé ses affaires. Il a regardé Bruno comme un chirurgien regarde une plaie infectée. « Je sais tout », a-t-il dit simplement. Camille a reculé d'un pas. Daniel s'est tourné vers son frère. « Tu as loué ta maison pendant que tu faisais croire à tout le monde que tu étais en difficulté. Tu as laissé circuler que maman perdait la tête et tu avais l'intention de la mettre sous tutelle pour vendre son appartement. C'est cela, Bruno ? C'est cela, ton amour filial ?» Bruno a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Daniel a continué, implacable. « Tes associés savent. Tes clients aussi. Ils ont reçu les preuves ce matin. » La tête de Bruno s'est effondrée, comme si on avait retiré le pilier central d'un édifice qu'il croyait indestructible. Son statut social comptait plus pour lui que la vérité. Le voir s'effondrer fut la preuve immédiate que son château de cartes venait de perdre sa base. Camille s'est tournée vers moi avec une stupeur mêlée de crainte. Elle avait joué avec l'image. J'avais joué avec les faits. Et les faits venaient de gagner. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai même pas souri. Je me tenais simplement debout, pas comme une victime rétablie, mais comme la propriétaire légitime de sa vie, de sa maison, de sa dignité. En 15 jours, il quitterait cet appartement, et je ne serais plus jamais effacée. Les 15 jours qui suivirent furent un théâtre silencieux, chaque acte révélant un effondrement de façade. Bruno ne criait plus. Il argumentait. Il marchandait. Il cherchait à réduire l'humiliation en la transformant en négociation. Et si nous payions un loyer symbolique ? Et si nous restions le temps de nous réorganiser ? Ce serait une erreur pour la famille de se diviser ainsi. Mais il n'y avait plus de division à éviter. Il y avait une frontière à rétablir. Camille, elle, entama une autre stratégie, celle du désespoir public. Ses stories cessèrent d'être rayonnantes. Elles devinrent nerveuses, brouillées, moins suivies. Ses abonnés posèrent des questions qu'elle ne contrôlait plus. Il y a une chose que les réseaux ne supportent pas, le mensonge mis à nu. L'image lisse se fissurait, puis s'effritait comme un enduit mal posé sur un mur humide. Elle n'était plus la belle-fille dévouée, mais une manipulatrice exposée. Je les observais, non pas avec plaisir, mais avec lucidité. Il n'y a pas de vengeance dans la vérité. La vérité se suffit à elle-même. Les appels commencèrent. Des voix qui m'avaient évité. Des personnes qui soudain se souvenaient que j'existais. Véronique, je suis désolée, j'avais cru... Elles n'avaient pas cru. Elles avaient préféré la version facile. Je n'étais pas rancunière, mais je n'étais plus accessible. Je répondais avec calme. « Merci, je vais bien maintenant. » C'était vrai. Bruno, lui, ne douta plus du résultat à partir du 10e jour, lorsqu'il comprit que même ses associés l'avaient laissé tomber. Les partenaires financiers avaient demandé des explications. Les clients retiraient leurs dossiers. Les soutiens s'évaporaient. Aucun charisme ne résiste à la vérité documentée. Aucun statut ne tient quand le masque tombe. Le 15e jour arriva comme on ouvre une fenêtre sur l'air neuf. Ils descendirent avec leurs valises. Pas un mot d'au revoir. Aucun regard. Une sortie sans dignité, à l'image de leur séjour. J'ai regardé depuis la fenêtre du séjour le taxi qui s'éloignait. Puis le silence. Le vrai silence, celui qui ne vous écrase pas, mais vous rend de l'espace. Daniel est revenu l'après-midi même. Sans bruit, il a décroché les cadres emballés, remis les photos de famille à leur place,
redresser les livres, aérer les pièces. Quand il a replacé ma lampe à côté du fauteuil, il a simplement dit « Maintenant, c'est de nouveau chez toi ». Nous avons reconstitué mon bureau ensemble. Ce fut plus qu'une pièce réorganisée, ce fut une identité restaurée. Je n'étais pas seulement revenu chez moi, je m'étais revenu à moi-même. La semaine suivante, j'ai signé officiellement ma collaboration avec Marianne. Les missions se multiplièrent. J'avais retrouvé non seulement une activité, mais une existence active, reconnue, sollicitée. Loin d'être un vestige, mon expérience était devenue un capital rare et précieux. J'ai repris du lien social, mais à ma mesure. Des cafés en terrasse, de petites promenades au bord de la Seine, un marché le dimanche, des déjeuners où l'on me regardait vraiment. J'ai commencé une thérapie, non pas pour me relever d'une chute, mais pour comprendre comment j'avais accepté si longtemps de me rapetisser. Quelques mois plus tard, Bruno a tenté de me contacter. Un message court, presque sec. « Nous pouvons parler ?» Je l'ai lu une seule fois, puis j'ai bloqué le numéro. Il y a des ponts qui ne sont pas détruits par colère, mais parce que l'on découvre qu'ils ne menaient en réalité nulle part. Je n'ai pas gagné contre eux. J'ai gagné pour moi. Il y a des femmes que l'on croit silencieuses parce qu'elles ne crient pas. Il y a des mères que l'on croit faibles parce qu'elles ne se défendent pas immédiatement. Mais la force ne se mesure pas au bruit. La force se mesure à la ligne où l'on dit « jusqu'ici, pas plus loin ». Aujourd'hui, quand j'ouvre mes volets le matin et que la lumière de Paris entre dans mon séjour, je ne vois plus une scène de survie, mais une scène d'avenir. Chaque tasse de café dans ma cuisine redevenue mienne a le goût d'un recommencement. J'ai 67 ans et l'on croit souvent que cet âge est un crépuscule. Je sais désormais que c'est une aube. Ce n'est pas une revanche, c'est une délivrance. Et ma maison, comme ma vie, en porte enfin la preuve. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Écrivez-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle raconte une histoire avec un rebondissement encore plus surprenant qui vous laissera sans voix. Je vous attends là-bas.